Hi, c'est Edouard, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment est-ce qu'on structure une évaluation indépendante d'un bien immobilier. Quelles sont les étapes une par une de la construction d'une vraie expertise immobilière. Le plan ici que je vais présenter pour l'expertise immobilière indépendante correspond aux recommandations du manuel de l'estimateur, qui est un manuel qui a été rédigé par l'USECE en Suisse, qui est l'Union suisse des experts cantonaux en matière d'évaluation immobilière. Toute première étape du plan, on va déterminer les parties concernées par l'évaluation. Ça veut dire qui est propriétaire, qui est l'intermédiaire éventuel, et puis qui est l'expert qui va faire l'évaluation immobilière. Ensuite, on va formuler le mandat, c'est-à-dire qu'on va déterminer quel est le but de cette expertise. Est-ce que c'est une succession, un financement, une évaluation de patrimoine, une dissolution du régime matrimonial ou alors tout simplement une aide à la prise de décision. On va également indiquer quelle est la date déterminante de l'évaluation. C'est-à-dire qu'on aura en tant qu'expert une visite planifiée sur site pour pouvoir se rendre compte de la micro-situation, de pouvoir se rendre compte de l'état du bâtiment. Et puis, on aura une date de visite et une date déterminante de l'évaluation le jour où on rend cette expertise. Parce qu'il faut savoir que la validité d'une expertise immobilière, une évaluation indépendante, est de 12 mois de base. Et puis chaque 12 mois, elle devrait être revue. Après la formulation du mandat, on va s'intéresser aux bases de l'évaluation. Là, c'est simplement les données et les postulats éventuels qu'on peut émettre en tant qu'expert en immobilier. Simplement définir et cadrer un petit peu le rapport d'expertise. On va indiquer toute la documentation à disposition, comme l'extrait du registre foncier, les plans de l'immeuble, les plans de cadastre, tout ce qu'on peut récupérer également sur Internet. On va voir encore, par exemple, si c'est un local en PP, l'acte constitutif de la PP, le règlement de la PP, les bilans et les PV pour avoir un état général du bâtiment dans lequel se trouve le local en PP. Si on parle d'un DDP, par exemple, un droit distinct et permanent, on va avoir besoin du contrat de DDP. Si on parle d'un droit d'habitation ou d'un usufruit, qui sont des servitudes personnelles, on va avoir besoin des contrats d'usufruit, respectivement de droit d'habitation. Vraiment, on va indiquer ici tous les éléments sur lesquels on s'est basé pour pouvoir rédiger l'expertise. Et ensuite, les postulats, c'est quoi? Ça peut être des appréciations de l'expert en fonction des informations qui lui ont été fournies ou bien des éléments factuels plutôt. Typiquement, une maison, 2 appartements que j'avais dû évaluer qui est un immeuble locatif maintenant, donc il y a un immeuble tout seul, ce n'est pas une PP, il n'y a pas de constitution de PP qui a été réalisée, mais c'était la volonté des propriétaires actuels de constituer une PP immédiatement pour pouvoir vendre les appartements séparément. Dans ce cas, est-ce que c'est plus pertinent de faire une valeur de la maison globale ou bien une valeur des appartements séparément? Je suis parti du principe que c'était plus pertinent de faire certes une évaluation intrinsèque de la maison pour savoir combien est-ce qu'elle vaut de manière intrinsèque, ça veut dire la valeur du terrain plus le bâtiment, dans son état actuel, et également avoir une division des prix entre les 2 appartements pour leur permettre de vendre assez facilement en ayant des chiffres concrets. Ça fait partie typiquement d'un postulat qu'on va indiquer dans le rapport d'expertise. Ensuite, après avoir déterminé les bases de l'évaluation, on va s'intéresser à l'immeuble. L'immeuble dans sa totalité. Typiquement pour une maison, c'est la parcelle et la maison, globalement. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour décrire et sortir les données de l'immeuble? On va simplement récupérer l'extrait du registre foncier. Et l'extrait du registre foncier, c'est la carte d'identité de votre bâtiment. Là, on va analyser typiquement les risques qui sont juridiques, économiques, techniques, situationnels. À partir de cette étape et les étapes suivantes que je vais mentionner dans un instant, on va analyser tous les risques et l'exposition à ces risques de la propriété en question. Les risques juridiques, c'est quoi? C'est par exemple tous les droits et les charges qui sont inscrits au registre foncier. Je vais nommer les servitudes. Ça peut être également des lois spécifiques, typiquement pour les résidences secondaires, la loi sur les résidences secondaires, la LFAIE. Ça peut être la loi sur l'aménagement du territoire et la densification possible du terrain. Qu'est-ce qu'on peut en faire avec aujourd'hui? Ensuite, on a les risques économiques. Là, on va s'intéresser concrètement et de manière factuelle au coût de cette propriété. Si on a un projet de construction et en fonction de la méthode d'évaluation qu'on va utiliser, on va s'intéresser à ce que le bien immobilier rapporte en matière de location, par exemple, si c'est un bien de rendement, ou alors si c'est un projet de construction, peut-être pour une revente en PP d'un immeuble, on va s'intéresser à combien est-ce qu'on va pouvoir espérer le vendre, combien est-ce que ça va coûter à la construction. Donc là, clairement, c'est simple, c'est des chiffres qui sont posés et par A plus B, on va déterminer si oui ou non le projet est rentable. Ensuite, on va analyser les risques techniques cette fois. Les risques techniques, c'est quoi? C'est surtout pour des bâtiments qui sont déjà construits, mais pas que. Mais sur les bâtiments déjà construits, c'est OK, quel est le fonds de rénovation aujourd'hui? Quels sont les CAPEX? Ça veut dire les capital expenditures, c'est les frais de rénovation importantes qu'on va devoir projeter dans le temps. Quel est le niveau énergétique également du bâtiment? Aujourd'hui, c'est un gros sujet en matière immobilière. Comment est-ce qu'on va devoir adapter les matériaux aujourd'hui et la qualité technique du bâtiment? Comment est-ce qu'on peut l'analyser et quels seront les coûts à venir pour cette construction d'une fois qu'on est propriétaire? Et enfin, les risques situationnels. Donc là, on va analyser la macro-situation, de manière générale et large, où est-ce qu'on est situé. Et ensuite, la micro-situation. On va s'intéresser à la rue. Qu'est-ce qu'il y a autour de la rue? Un aéroport, des trains, une autoroute. Quelles sont les commodités à disposition, les commerces, les écoles, les restaurants, etc. Et un élément extrêmement important aujourd'hui, la mobilité. Une fois qu'on a décrit les caractéristiques de l'immeuble, on va s'intéresser aux caractéristiques de la parcelle à proprement parler.
Là, on va analyser si la parcelle, en fonction du règlement des constructions, peut être densifiée plus. Si c'est le cas, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Est-ce que ça vaut la peine de potentiellement réfléchir à faire un projet? Si ce n'est pas le cas, est-ce que la valeur de la parcelle est influencée par son environnement direct? Après avoir détaillé tous les éléments liés à la parcelle, on va s'intéresser aux éléments liés au bâtiment. Donc là, c'est plutôt la distribution du bâtiment lui-même. Comment est-ce qu'il a été construit? Avec quels matériaux? Quel est l'état de ces matériaux? Ça va nous affiner un petit peu notre flair en fonction de l'état du bâtiment aujourd'hui. Quels seront les coûts de rénovation à venir dans les années futures? Et enfin, on va faire une analyse générale du bâtiment à la fin pour dire, OK, en fonction de notre expérience, qu'est-ce qu'on pourrait recommander pour maintenir l'état du bâtiment de la meilleure manière possible, de la plus optimisée de manière économique. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui d'un point de vue technique et où est-ce qu'on veut aller demain, où est-ce qu'on doit arriver demain et quel est le parcours entre deux, quels sont les travaux à anticiper, les travaux à réaliser et comment les planifier. Et d'une fois que tout ce processus est fait, d'analyse dans sa globalité du bien immobilier, on va pouvoir s'intéresser cette fois aux chiffres. Là, dans la partie évaluation immobilière, on rentre dans le vif du sujet, on va passer à la pratique financière. Ici, on va déterminer quelle est la méthode d'évaluation en fonction de l'affectation du bâtiment. Si c'est une maison, par exemple, on va plutôt la valeur intrinsèque, c'est la valeur réelle du bâtiment, la valeur du foncier, plus la valeur du bâtiment, des matériaux et de la construction posée sur ce foncier, dans l'état actuel dans lequel il est à l'instant de l'évaluation. Si c'est un appartement en PPE, on va peut-être plutôt faire une valeur PP, ça c'est une valeur de comparable en fonction de ce qu'il y a sur le marché et de l'expertise de l'expert qui s'occupe de l'évaluation. Si c'est un immeuble de rendement par exemple, un pur véhicule financier, un pur véhicule d'investissement, on va plutôt parler de valeur DCF, Discounted Cash Flow, qui est une projection future année par année de flux financier de l'investissement lui-même. Ça veut dire combien est-ce que l'immeuble rapporte, combien est-ce qu'il coûte et qu'est-ce qu'il reste à la fin. Donc voilà, il y a une multitude de méthodes d'évaluation qui seront sélectionnées avec soin en fonction de l'affectation du bâtiment. Et finalement, d'une fois que le calcul est fait et détaillé avec toutes les indications et définitions de tous les éléments qui sont utilisés dans les calculs, on va indiquer certains commentaires à la fin du rapport pour donner notre appréciation en tant qu'expert en immobilier. Les chiffres et les rendements doivent être commentés, doivent être justifiés. On va donner également des sources de où est-ce qu'on a trouvé ces informations. L'objectif étant évidemment que l'expertise soit la plus impartiale possible et la plus factuelle pour ne pas laisser la place à l'émotion ou la subjectivité. Et enfin, tout à la fin du rapport, on va ajouter toutes les annexes, ça veut dire les documents qu'on a eu à disposition, comme l'extrait du registre foncier, les photos du bâtiment intérieur et extérieur, les photos de détail, les plans de la construction éventuels si on les a, l'assurance du bâtiment ou encore d'autres documents ou éléments qu'on aurait à disposition. Voilà, j'espère que c'est un peu plus clair pour vous comment se construit un rapport d'expertise en bonne et due forme et que les étapes d'évaluation d'un bien immobilier sont un petit peu plus claires pour vous. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et moi je vous dis à très vite.